Bonjour les humains, 8 février 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents, et même si vous êtes en désaccord sur le sujet que je suis en train de traiter maintenant, parce que je vois des choses parfois dans les commentaires, je ne peux pas tout développer sur une seule vidéo. J'ai plus de 1000 vidéos, donc parfois je vois des questions qui sont complètement, je ne sais pas trop comment dire, euh, des choses que j'ai traitées, que j'ai prouvées depuis belle lurette. Et bon, c'est pas ma faute, c'est comme ça, c'est comme ça, hein. Je ne suis pas un dirigeant politique, ni un inventeur, ni un archéologue. Donc, ce sont toutes des choses que je mets en avant, qui ont été faites, découvertes, décidées, etc. Moi, je n'y peux rien, hein. Donc, si vous n'y croyez pas, c'est que soit vous n'êtes pas informé, soit que vous niez l'évidence, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, je suis désolé. Moi, j'essaye de faire de mon mieux par pure empathie. Moi, je n'ai rien, je n'ai pas de, comment dire, ma chaîne n'est pas monétisée, je ne vends rien, bref, moi, je m'inquiète seulement pour autrui. C'est tout ce que je fais, hein. Je fais rien d'autre. Bon, bref. Alors, dans la playlist, ce qu'il se passe après. Donc, je rappelle, c'est une enquête médicale. C'est un secret de polichinelle, hein. On sait tout ça. Bon, c'était dans les cultures depuis des millénaires, mais depuis au moins les années 70, les années 70, on a bien avancé dans le sujet et on a de plus en plus de connaissances du fait qu'on arrive de mieux en mieux à faire revenir, entre guillemets, les gens de par les différentes techniques de réanimation. C'est comme ça, hein. Bref, alors on va parler du docteur Elisabeth Kleber-Ross. Parce que, j'en avais déjà parlé succinctement dans d'autres vidéos, alors, qui c'est? Il se trouve, moi je n'en sais pas beaucoup plus, c'est quelqu'un avec qui j'étais en relation parce que j'avais vu son nom dans une des études médicales, une des enquêtes médicales du docteur Raymond Audi. C'est elle qui faisait, c'est cette Elisabeth Kleber-Ross qui faisait le prologue de ce livre. Et j'ai regardé dans les nouvelles éditions, elle n'y est plus. C'est assez particulier, une fois de plus. Euh, et donc j'étais en relation pendant quelque temps avec quelqu'un du corps médical et qui m'avait dit oui oui moi j'ai fait des études et c'était quelqu'un qu'on citait, le docteur Elisabeth Kleber-Ross, elle était très connue, c'est quelqu'un qu'on citait, mais je ne savais pas qu'elle traitait de ce genre de choses, alors que apparemment c'est son travail le plus comment dire, c'est la chose à laquelle elle s'est astreinte de manière très importante durant sa vie. Mais bon, donc, apparemment, dans les études médicales, donc pour devenir infirmière, aide-soignant, etc., donc son nom est cité, mais on ne parle pas trop de son du travail primordial qu'elle a fait. C'est quand même encore une fois une culture de, comment est-ce on pourrait appeler ça, une culture typique d'Omerta. Voilà, 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 c'est culturel, hein. Enfin, on sait qu'en France, il y a des choses qu'on on peut pas parler de son salaire, on peut pas parler de ce genre de choses. Certaines spiritualités, oui, il faut respecter les spiritualités, etc. Mais tout doucement, on s'en moque. Et alors qu'il y a des choses qui sont complètement ouvertes, enfin, dont on parle complètement ouvertement dans les milieux anglo-saxons. Bon, bref, c'est parti parce que ça fait déjà presque 5 minutes. Donc, dans la playlist, ce qu'il se passe après, épisode numéro 2. Donc, avant les travaux révolutionnaires du docteur Elisabeth Kleber-Ross, donc les travaux révolutionnaires, vous voyez, je m'arrête déjà, les travaux révolutionnaires, donc on la cite, elle est connue dans les milieux d'études médicales, les gens qui veulent devenir médecins, infirmiers, aides-soignants, etc.
Donc, mais on ne parle pas de ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi est-elle connue dans ce milieu-là? Bref. Donc, avant les travaux révolutionnaires du docteur Elisabeth Kleberos, les malades en phase terminale étaient largement livrés à eux-mêmes et mouraient isolés de tous. Ah, c'est peut-être au niveau simplement de l'humanité dans les soins palliatifs. Je pense que c'est ça. Mais elle a fait beaucoup plus que ça. Bon, on y va. Dans les années 1970 ou 1970, seuls certains membres de la famille étaient autorisés à venir au chevet d'un mourant. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parasite parce que comme je n'avais pas, j'ai oublié mon nécessaire de micro, etc. Donc, j'utilise mon kit main libre. Mais comme il est en train de se balader, j'espère qu'il n'y a pas trop de pollution sonore. On estima à l'époque que le personnel médical formé était le plus à même à s'occuper de la mort. Au lieu de laisser la famille et les amis d'un patient se rassembler autour de lui, médecins et infirmières les escortaient vers la salle d'attente. Ce geste paternaliste leur était inspiré par l'idée qu'il serait traumatisant de voir mourir un être cher. C'était aux médecins et aux infirmières, ces vétérans de la mort, d'absorber le choc d'une telle souffrance. Attendez, je vais mettre quand même un petit repère, comme j'ai déjà mis pour les épisodes précédents. J'ai mis un repère pour éviter de, quand je prendrai l'enquête médicale depuis le début, je ne risque pas de relire la même chose. Hein. Quoique, ça reste intéressant. Hein, bon. Donc, euh, d'absorber le choc d'une telle souffrance. Voilà. Mais mais les travaux, avec un T comme Timéo Donatos Ferrantes. Oh, vivement que je serais débarrassé de ce corps. Hein. Que je sois débarrassé de ce corps. Mais les travaux du docteur Elisabeth Kleberos et leur impact sur le personnel hospitalier ont considérablement modifié les comportements face à la mort et aux mourants. Aujourd'hui, il y a un point là, je regarde le point pour ne pas perdre le fil de l'histoire, parce que je pense à un autre truc. Donc, quand j'étais en relation avec cette personne du corps médical, qui me disait que le docteur Elisabeth Kleberos était très connu, peu de temps après, je rencontre par hasard sur mon chemin deux étudiantes qui sortaient d'un établissement scolaire, je ne sais plus comment on dit, ni où c'est, bref, elles sortaient de l'école, voilà. Et j'entendais au discours qu'elles faisaient des études médicales. Et donc, on attendait le tram et j'entame la conversation. Tiens, vous avez entendu parler du docteur Elisabeth Kleberos? Ah non, non, vous êtes en quelle année? Ah, ben on arrive, on fait nos études et ça avance bien. Et vous ne connaissez pas ce nom? Ah non, j'en ai entendu parler. Donc, au même endroit, euh, disparu, disparu de la circulation. Alors, est-ce que c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'elle a apporté beaucoup sur les enquêtes médicales concernant ce qu'il se passe après la mort? Je me pose la question. Hein. Moi, il n'y a rien qui m'étonne. C'est d'une hypocrisie. Euh, lire Matthieu chapitre 5, lire Matthieu chapitre 5, lire Matthieu chapitre 5. Voilà, ça va mieux, merci. Bon, on continue. Aujourd'hui, médecins et infirmières encouragent les membres de la famille à entourer l'être cher et même à prendre en charge les soins que les soins que nécessite son état, quand ils se sentent capables de le faire. En 2004, donc là c'est pas si vieux, ouais, quand même 22 ans, dans la notice nécrologique du docteur Kleberos, ah donc il est décédé. Le New York Times résumait ainsi la position du milieu médical avant que soit publié son livre. Les derniers instants de la vie, ça c'est le titre du livre, best-seller de l'année 1969. Les patients en phase terminale étaient bien souvent laissés seuls face à la mort dans une atmosphère d'isolement et de peur, parce que médecins, infirmières et familles étaient généralement mal équipés pour les accompagner. Une petite information concernant la vidéo précédente. Euh, j'ai compris pourquoi donc les deux frères là, Monsieur Sykes et son frère Hugues, ont pu communiquer parce que en fait, on a découvert que donc ce qui est interdit, c'est à partir du moment où on quitte l'espace-temps. Là, on peut pas revenir, on n'a pas le droit de communiquer avec les vivants.
Et si vous avez enfin, tout ce qui est spiritisme, etc., ben, ce sont des esprits impurs. Et pas forcément spiritisme, hein, si on prie des gens comme Marie, ben, c'est pas elle qui est contactée. Donc, que ce soit la maman du Christ ou des anges ou des saints, etc., ce ne sont pas ces personnes-là qui sont contactées. Ils n'ont pas le droit de contacter, ni d'être contactés. Par contre, ce qu'il se passe, c'est que quand on décède, on reste euh, grosso modo entre 15 à 20 minutes autour de son corps avant de quitter l'espace-temps. D'où cette possibilité, parfois, comme notamment les deux frères Sykes. Hein. Euh, donc je répète, les deux frères Sykes dont je parle dans la précédente vidéo. Alors, les travaux de Kleber-Ross ont contribué à mettre fin à ce tabou dans différentes cultures occidentales opposées à toute discussion ouverte ou étude sur la mort. Vous voyez, c'est bien, c'est culturel, hein. C'est quand même extraordinaire. Bon, bref. Ils ont aussi contribué à améliorer les soins palliatifs afin de rendre la mort moins pénible, non seulement pour les mourants, mais aussi pour les médecins et les infirmières, et pour les familles. Rien ne résume sans doute mieux le travail accompli par Kleber-Ross que cette remarque qu'elle me fit un jour. Je dis toujours que l'on peut considérer la mort comme l'une des plus grandes expériences de la vie. Nous comprenons aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire de guérir pour faire du bien. Il nous suffit de soulager la douleur et d'offrir gentillesse et amitié. Mourir est aussi naturel que naître. Son livre est paru à peu près au moment où j'entreprenais mes recherches sur l'expérience de mort imminente en 1972, donc en 1972. 3 ans après l'apparition de ce livre, la mort était encore un sujet tabou. Mais l'ambiance s'est rapidement détendue à mesure que ses travaux et les miens donnaient aux professions médicales la liberté de discuter des aspects cliniques et spirituels de la mort. Comme je l'ai déjà dit, j'avais entrepris de recueillir les témoignages sur l'expérience de mort imminente lorsque j'ai commencé ma médecine en Géorgie. En 1975 ou 1975, un petit éditeur local, Mockingbird Press, a publié mon premier livre, La vie après la vie. Dans l'avant-propos, ben voilà, le docteur Kleber-Ross écrivait. Donc, je suis content que c'est à nouveau réaffirmé ici, parce que j'ai racheté ce livre il y a quelques années, que j'ai prêté, je ne sais plus où il est, peu importe, c'est pas grave, c'est pas moi que je dois convaincre. Euh, eh bien, cet avant-propos dans La vie après la vie du docteur Kleber-Ross n'existe plus. Qu'est-ce que c'est que ces manipulations? On a ici quelqu'un qui a fait des grands travaux concernant les soins palliatifs par rapport dans ce contexte, etc. Et voilà, hop, disparu, passé à la trappe. Donc le docteur Kleberos écrivait: Nous avons beaucoup appris sur le processus de ce passage, mais il nous reste encore bien des questions à élucider sur ce qui se produit au moment même de la mort et sur ce que nos malades éprouvent lorsqu'ils sont médicalement tenus pour morts. Une recherche comme celle de Une recherche comme celle que le docteur Moody expose dans ce livre est de nature à nous apporter beaucoup de lumière. Elle confirme par ailleurs ce qu'on nous a enseigné depuis 2000 ans, à savoir qu'il y a une vie après la mort. J'étais heureux qu'Elisabeth dise que je démontrais l'existence de la vie après la mort et que j'allais éclairer beaucoup de gens sur le processus de la mort. Pour les sceptiques, je vais encore réitérer que je vais encore réitérer, quid du principe de précaution? Quand on a un minimum de jugeote, euh, on ne fait pas fi du principe de précaution. Donc, rejeter la chose comme ça de but en blanc, dire oui, mais on n'a jamais pu prouver qu'il y a une vie après la mort. Déjà, de un, c'est faux, on a pu le prouver. De deux, quand bien même nous n'aurions pas pu le prouver, on ne peut pas prouver le contraire. Donc, avec un esprit logique et rationnel, on use du précaution, pardon. On fait comme si il y avait quelque chose après la mort, que la vie continue et qu'il y a donc automatiquement un jugement. C'est de la rationalité.
Parce que c'est mathématique. C'est purement mathématique. S'il n'y a rien après la mort, la personne qui s'en est inquiétée et qui a fait tout son possible pour suivre les instructions du Christ, mais qu'il n'y a rien derrière, elle ne s'en rend même pas compte puisque rien ne se passe. C'est l'oubli total. Comme quand on dort, on ne s'en rend pas compte. Donc elle ne paie rien. Mais s'il y a quelque chose, celui qui a refusé cet état de choses, eh bien, devra en payer les conséquences. Parce qu'il a fait fi du simple principe de précaution. Bon, on peut y aller, on peut continuer, j'en ai marre qu'on me coupe là. Hein. Bon, alors, mon éditeur, John Hegel, donc E-G-L-E, hein, je suppose que ça se prononce Hegel, en était également ravi. Il croyait fermement, et pour ma plus grande joie, que notre petit livre se vendrait à 5000 exemplaires. Nous avons donc ressenti un choc énorme lorsque ces 5000 exemplaires sont devenus plusieurs millions. La vie après la vie remporta un énorme succès pour devenir rapidement l'un des livres les plus vendus de tous les temps dans le domaine de la non-fiction. La non-fiction. La non-fiction. Voilà, je le répète. Et plus d'un quart d'heure, on va s'arrêter là. Je vais... Ah ouais, mais non, sinon ça va pas être cohérent après. Bon, je vais continuer jusqu'à la... Bah oui, c'est toujours lui qui parle, donc sinon ça va faire brouillon quand je vais reprendre ça dans une autre vidéo. Bon, puisqu'après je vais commencer vraiment par le début du bouquin. Là, cette vidéo-ci et la précédente, c'est juste une mise en bouche. Bien sûr, j'étais content d'avoir écrit un best-seller international, mais ce qui me rendait le plus heureux, c'était de pouvoir interroger les gens au sujet du plus vieux questionnement humain. Que se passe-t-il quand on meurt? Eh ben, on n'a plus faim. Ben, j'espère, parce que, bon, avoir écrit ce livre m'offrait la liberté de solliciter leurs réponses, mais aussi le double privilège de recevoir des réponses franches, réfléchies, et de répertorier de nouvelles questions. Lettres et témoignages affluèrent, envoyés par des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente ou en ayant entendu parler. Le courrier m'arrivait de la poste par grands sacs, et mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était comme si s'était rompu un barrage qui retenait des flots d'expériences, inondant l'espace de ma vie quotidienne, et ces témoignages provenaient de gens de toutes sortes, y compris de médecins. Mais oui, parce qu'il y en a plein qui entendent des témoignages et puis qui vivent, notamment ce fameux neurologue, enfin bref, qui lui est plus à même de comprendre. C'est dommage que j'ai oublié son nom, mais j'en parle certainement oui, j'en parle dans d'autres vidéos. Donc lui, il sait ce qui se passe, il comprend ce qui se passe, donc il sait très bien il y a un truc qui est pas cohérent avec ce qu'on lui a appris à l'école. Voilà, pendant ses études. Il est neurologue, il sait comment ça fonctionne. Donc s'il vit lui-même l'expérience, quand il revient, il se dit, ah, là, il y a peut-être quelque chose à creuser parce que ça colle pas avec ce qu'on apprend, avec cette omerta, avec cet obscurantisme. Bon, du calme, relax. Matthieu 5, Matthieu 5, Matthieu 5. Bon. Alors, comme le savent tous ceux qui ont affaire à des médecins, ce sont souvent de fiefés sceptiques. Eh oui, et c'est logique. Je ne crois pas que les patients seraient contents de leur traitement si leur médecin n'en vérifiait pas le résultat à chaque étape. Il est bon, tant pour le patient que pour la profession médicale, que les soins médicaux soient fondés sur les conclusions de recherches avérées. Mais la réputation de scepticisme par les professionnels, euh, mais la réputation de scepticisme des professionnels de la médecine n'empêchait pas des centaines d'entre eux de m'envoyer des récits d'expériences de mort imminente. Ah, ah. Ils avaient apparemment, comme tous les autres, besoin de partager ces expériences. Et ils découvraient dans mon étude dans mon étude, parce que je rappelle quand même, d'abord finir la phrase, découvraient dans mon étude un nouveau champ de recherche auquel ils pouvaient contribuer en dévoilant des événements jusqu'ici privés. Le premier bouquin du docteur Raymond Audi, donc la première de ces trois enquêtes médicales, il a fallu que je cherche dans, je suis sûr que c'est encore comme ça maintenant, hein, il a fallu que je cherche dans la partie ésotérisme des librairies. Ce n'est pas de l'ésotérisme. Il faut mettre ça dans la partie science ou médecine. Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? Bon, euh,
Et il découvrait dans mon étude un nouveau champ de recherche auquel il pouvait contribuer en dévoilant des événements jusqu'ici privés. Lors de la promotion de mon livre ou de conférences médicales, j'étais sans cesse approché par des médecins et des infirmières qui me racontaient de touchantes histoires d'expériences de mort imminente ou d'événements à caractère spirituel qui s'étaient produits lors des derniers instants de la vie d'un patient. Donc, lors de la promotion de mon livre ou de conférences médicales. Je le redis, conférence médicale. C'est pour les sceptiques, hein. Conférence médicale. Bon. Et donc, accepté en tant que tel dans une conférence médicale. Voilà. Faut que je mange un truc. Bon. Et parmi ces histoires, beaucoup concernaient des expériences de mort partagées. Voilà. C'est encore lui qui parle, mais je vais m'arrêter là. Voilà, je vais mettre hop, parce que c'est un autre sous-chapitre et 20 minutes. Ah, j'ai peur du décalage de son. Bref, en espérant avoir été utile, je rappelle le système de paiement dans la main. Il y a des gens qui payent avec leurs mains un peu partout dans le monde. À Paris, c'est pas compliqué. Sur l'île de la Jatte, entre Courbevoie et Neuilly, il y a un pharmacien, il vous fait une procédure et vous pouvez payer avec la main. Et en Asie ou en Australie, je ne sais pas où il y a d'autres endroits, et le simple fait de passer son... Donc, vous payez par reconnaissance faciale. Donc, quand on le lit en hébreu, c'est pas forcément front, c'est la face. Donc, ça correspond aussi, il faut aller creuser dans les textes originaux. Donc, ces deux moyens de paiement-là, ils sont dans la Bible. La Bible n'est pas un livre de religion, c'est un livre de code. Donc, depuis l'Antiquité, les dirigeants de cette planète ont utilisé ce livre pour fabriquer des religions, pour que les gens se tapent dessus. Voilà. Donc, sans le lire, et si vous ne comprenez pas, et s'il y a des choses qui vous révoltent dans la Bible, de deux choses l'une, ou s'il y a des choses que vous trouvez, j'en trouve aussi, mais moi je vais creuser plus loin. Donc c'est soit, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est soit qu'on n'a pas compris, soit qu'il y a un problème de traduction, soit parfois, parce qu'il y a quand même des humains, ben, c'est l'humain en question qui fait n'importe quoi au nom de Dieu. Voilà, ça arrive, voilà. Et d'ailleurs, et la preuve, c'est que vous lisez le Nouveau Testament, vous lisez les enseignements du Christ, ça contredit certaines choses de l'Ancien Testament parce qu'il est venu mettre le haut là, il est venu expliquer ce qu'il en est réellement, et du coup, qui sont les gens qui se sont fâchés? Eh bien, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, qui eux sont attachés à ce qui avait été dit avant. Donc, c'est pour ça que je dis les instructions du Christ. Voilà, en espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible, playlist ce qu'il se passe après en description de cette vidéo, et que Yahweh vous guide.